Ici, le bégaiement se raconte sans détour. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute avec le podcast qui bégaye. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui bégaye, le podcast qui vise à sensibiliser au bégaiement tout en donnant la parole directement aux personnes qui bégayent de façon à se désensibiliser en, en, en parlant directement du bégaiement. Et dans le cadre de cet épisode, nous allons donc explorer la manière dont le bégaiement est perçu en tant qu'adulte qui bégaye, grâce à l'expérience et au recul qu'il dispose. Je m'appelle donc Julien Trioun, j'ai 23 ans et je suis ingénieur, et je suis en compagnie de Julie et de Daniel. Et je vous laisse donc vous présenter. Bonjour, honneur aux dames. A priori, merci Daniel. Du coup, donc moi c'est Julie Free, je suis psychologue, je suis maman de 2 enfants qui sont des adolescents maintenant. J'ai 47 ans. Je travaille au CHU de Lille et je suis bègue. Je suis bègue depuis que j'ai 5 ans et le bégaiement c'est vraiment fait partie de mon histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Daniel. J'aurais cru qu'on aurait laissé l'honneur au plus âgé. J'ai 49 ans. J'ai 2 enfants et je suis également ingénieur. Je vous remercie. Afin donc de parler de votre bégaiement et pour accompagner d'autres personnes qui bégayent, on peut dans un premier temps parler sur votre parcours personnel, notamment lorsque vous étiez plus jeune, enfant, adolescent et étudiant par exemple. Et donc, pouvez-vous nous parler de votre expérience avec le bégaiement par le passé? Alors moi, d'après mes parents, parce que moi j'en ai pas un souvenir très important, mais d'après mes parents, j'ai commencé à bégayer vers l'âge de 5 ans. Je bégayais pas avant. Le bégaiement n'a pas été un problème jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Et à 12 ans, je suis rentrée en classe de 6e. Donc avant, j'étais dans une petite école de village. Et on me faisait pas tellement de remarques sur mon bégaiement. En tout cas, je ne m'en souviens pas. C'est pas quelque chose qui m'a marqué. Je bégayais parce que de 5 ans à 12 ans, je bégayais et je bégayais beaucoup par rapport à aujourd'hui. Et en fait, ça n'a jamais été un sujet. À l'âge de 12 ans, je rentre en école de 6e et j'arrive dans une grande école. Je ne connais qu'une personne dans ma classe. Et le premier jour de classe, impossible de dire mon prénom et mon nom. Et la professeure de 6e éclate de rire. Et là, toute la classe éclate de rire et ça devient un vrai problème pour moi. En quelques secondes, ça devient un problème pour moi. Euh, je m'en souviens comme ça. Je suis rentrée le soir en pleurs et j'ai dit à mes parents, ça peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'on me soigne de ça. Et je commence à avoir une orthophoniste à l'âge de 12 ans. Et après, ça a été un vrai problème. Pendant tout mon collège, tout mon lycée, ça a été un problème, le bégaiement. Je bégayais beaucoup, j'ai commencé à utiliser des stratégies d'évitement énormément. Et puis, ça a été un problème assez longtemps. J'ai passé le concours, je voulais être orthophoniste. J'ai passé le concours à l'âge de 18 ans. J'ai été prise à l'écrit, refusée à l'oral parce que j'étais bègue. Donc ça, c'est devenu un vrai sujet aussi. À ce moment-là, j'ai refait une séquence d'orthophonie et après, je suis partie sur les études de psychologie et j'ai laissé un peu le bégaiement derrière moi. Et quand j'ai grandi, j'ai eu mes enfants et tout ça, le bégaiement n'était plus un sujet au quotidien. Et puis, c'est redevenu un sujet il y a 3-4 ans. Contrairement à Julie, je vais dire que mon bégaiement a tout de suite été un problème, ou en tout cas, il est devenu dès que, en étant enfant, je suis entré à l'école, donc je me suis plus sociabilisé, et c'est vrai que souvent, les enfants, ou en tout cas, l'école est un lieu de miroir où finalement
les enfants vont nous montrer nos différences. Euh, dès qu'on dès qu'on fait remarquer nos différences, qu'on s'exprime pas de la même façon, eh bien, le bégaiement qui peut-être au début était juste un passage d'ailleurs que toute personne qui vont apprendre à parler peuvent passer par une phase de bégaiement, mais souvent dans la majeure partie des personnes, ce bégaiement ne continue pas, il disparaît. Hein. C'est souvent en fait un passage à l'apprentissage de la langue quand un enfant apprend à parler. Et en fait, mon bégaiement a continué et n'a jamais disparu. Et je pense que c'est dû parce qu'on fait remarquer à un enfant qui bégaye. Et donc ensuite, cet enfant va se focaliser sur ce problème et jusqu'à ce que ce problème il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et ensuite, on aura peur de prendre la parole, peur de bégayer, peur de reproduire et toujours ces échecs, peur de reproduire les moqueries des enfants. Et puis, on entre dans ce cercle vicieux. Il est vrai qu'en plus, j'avais un retard du langage. Je confondais les syllabes, les lettres, les B, les P, les O, on. Et donc, en fait, dès l'enfance, le bégaiement a posé un problème et forcément, il s'est accentué encore plus à l'adolescence, où on cherche à développer sa personnalité, aussi à entrer plus en contact avec le sexe opposé, etc. À l'âge adolescence ou préadolescent ou en période d'examen, hein, donc aussi c'est très compliqué. Et donc oui, je me souviens en étant enfant à devoir lire, j'appréhendais mon tour de lecture. Et ça, Ça, oui, ça je confirme. Le tour de lecture, c'est un enfer. Hein. Puisqu'en général, je ne sais plus si maintenant à l'école on tire au hasard la personne qui va prendre la parole, mais à l'époque, c'était le premier qui était à telle table et ça tournait. Et je savais que j'allais passer au bout du 10e. Et je commençais à stresser, à suer, rien que de devoir lire. Et forcément, je vais pas dire que les enfants sont méchants, mais bon, le rire facile n'aide pas à prendre confiance en soi. Ça, je confirme, Daniel. Moi, en tout cas, entre la 6e et la première, je crois, après, ça a été mieux, mais chaque question qu'on pouvait me poser en salle de classe, c'était un cauchemar, en fait. C'est-à-dire que quand je savais que j'allais être interrogée, je bégayais 2 fois plus que quand je savais pas, quand c'était surprise. Et par exemple, quand le prof posait une question, qu'il fallait lever la main et qu'on répondait, je tournais en boucle 3 fois dans ma tête la réponse que j'allais donner. Du coup, au moment de la dire, je savais que j'arriverais pas à la dire parce que toutes les stratégies d'évitement, et donc je disais autre chose. Et puis le prof disait c'est pas tout à fait ça. Et là il y en avait un qui parlait derrière moi et qui disait exactement ce que je voulais dire au début, mais que j'aurais pas pu dire parce que j'aurais bégayé pour le dire. Donc moi j'ai eu beaucoup de stratégies pour cacher mon bégaiement. Et en même temps, j'ai toujours bégayé. Et donc, parler devant toute une classe adolescente, etc., c'est des souvenirs absolument atroces de devenir toute rouge, avoir le cœur qui s'accélère, suer beaucoup, etc. À propos de la sueur, j'ai une petite anecdote à raconter. J'avais un exposé à réaliser et je ne sais pas pourquoi, je me suis adossé sur le tableau vert à l'époque.
Et à la fin de mon exposé, je me lève et il y avait une grosse tache de sueur sur ce tableau clair. Et donc, moi, ça prouve bien que on perd beaucoup ses moyens, hein. On sait même plus qu'est-ce qu'on doit dire, on perd le fil. Et donc, effectivement, le bégaiement a toujours été un problème fil de l'adolescence, oui, fil de l'école, du collège, du lycée. Et pendant toute cette période, effectivement, côtoyer quelques amis, mais que je pouvais compter sur les doigts d'une main. Je sais pas si toi, Julie, tu as eu le contact facile à avoir des copains, des copines dans le passé. Moi, j'ai toujours eu le contact très facile. Alors, je pense que mon bégaiement a fait une force chez moi. C'est assez rapidement, je me suis dit, mais aussi parce que, tu vois, enfant, j'en ai pas souffert, je pense. J'ai commencé à vraiment en souffrir à l'âge de 12-13 ans. Et du coup, j'ai toujours été très sociable. J'ai toujours eu beaucoup de copains, beaucoup de copines. Et ça a jamais été un problème. Mais du coup, ça a fait que j'ai eu d'autres stratégies qui étaient de cacher mon bégaiement. En tout cas, j'ai jamais dit, jusqu'à il y a 3 ans, où j'en ai parlé avec des orthophonistes et des psys, toutes les stratégies que je mettais en place pour ne pas bégayer en public. Et en fait, je pense que très très longtemps, j'ai caché le dessous de l'iceberg. Et en fait, j'ai toujours eu plein de copains. Et donc, du coup, au travers de ce que vous décrivez, bah, quelle place et quel impact avait concrètement le bégaiement sur votre vie? Quand on était jeune, tu veux dire? Ouais. Ouais. Alors moi, quand j'étais jeune, très clairement, moi, je pense vraiment qu'il y a un âge auquel j'en souffrais pas. Et quand j'ai commencé à en souffrir, c'était permanent. C'est-à-dire, c'était une pensée permanente de me dire, si je bégayais, on va se moquer de moi. Et effectivement, ça loupait pas. C'est-à-dire que dès que je bégayais, on se moquait de moi. Donc, en fait, des éclats de rire dans les salles de classe. Cette prof qui s'est moquée de moi, alors je ne savais pas dire mon prénom et mon nom. Elle a clairement dit, tu connais pas ton nom de famille, c'est quand même incroyable. Et en fait, ça m'est resté. C'est-à-dire qu'à 47 ans, je continue à chaque fois que je dois me présenter, c'est une appréhension très particulière et à chaque fois je bégaye. Et donc, c'est quand même triste. C'est-à-dire que 30 ans après, je continue d'avoir le même mécanisme qui s'affiche en termes de stress. Et voilà, ça avait un impact énorme, c'est-à-dire dans le sens où c'était pas un problème quand j'étais en petit groupe de copains, mais alors dès que j'étais en groupe classe, c'était un vrai sujet. J'osais pas prendre la parole, j'osais pas parler, j'osais pas répondre aux questions, j'osais pas participer. Je pense que j'ai jamais été très bonne en langue vivante parce que je participais pas. Quoique en anglais et en espagnol, je bégaye moins, bizarrement. Voilà. J'ai découvert avec mon orthophonie, je bégayais pas trop quand je chantais, par exemple, mais ça, c'était un truc que j'ai découvert grâce à l'orthophonie. Donc cet impact, il a été quand même essentiel. Ceci dit, quand j'ai choisi mes études, qui étaient des études de psychologie, qui sont quand même basées sur le langage, sur la communication, ça n'a pas été un sujet. J'ai toujours décidé que le bégaiement ne m'empêcherait rien. Et ça, je pense que ça a forgé un peu mon caractère quand même. J'ai appris à me dire, le bégaiement ne m'empêchera rien, même si c'est un handicap, j'en suis consciente. Et ça m'a aidé, je pense, à penser ça, parce que je me suis jamais rien interdit. Même si je ne cache pas que plus tard dans mon métier, ça m'a posé des problèmes, que ça a été des difficultés supplémentaires, etc. Je ne nie pas le fait que ça a été des difficultés. Mais j'ai toujours eu dans la tête, ça ne m'empêchera rien. Merci. Oui, de mon côté, effectivement, le bégaiement, je pense, il prend une place énorme. On se lève avec lui, on passe notre journée avec lui, on se couche avec lui. Il est toujours présent, hein. Je veux dire, à chaque prise de parole, on va se dire, mais est-ce qu'on va bégayer? Donc, il est toujours là. Moi, je sais que à force, quel impact ça avait, c'est que finalement, je ne prenais pas la parole spontanée, j'attendais que on vienne vers moi, qu'on me pose des questions, sinon j'étais pas proactif, quoi.
Donc forcément, l'impact est-ce qu'on ne développe pas une personnalité différente? Oui, parce qu'on peut quand même se dire, mais si je n'avais pas bégayé, est-ce que j'aurais eu la même personnalité? Est-ce que j'aurais fait le même le même travail? Ça, c'est compliqué donc à dire, mais on a toujours un peu cette idée. En tout cas, est-ce qu'il a eu quand même un impact négatif dans ma carrière professionnelle? Je suis quand même ingénieur, j'ai quand même fait des études, mais peut-être que finalement, j'étais bon, donc je continuais à faire des études. Je passais à chaque fois les échelons supérieurs. Je me disais, autant peut-être aller le plus loin possible, hein. Donc j'ai fait de longues études. Et donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en productique et je voulais travailler au contact des ouvriers sur une chaîne de production. Et à l'époque, mes premiers entretiens exposent le fait que je souhaitais travailler au contact des ouvriers et le recruteur me dit mince, mais votre bégaiement va poser un problème. Car les ouvriers ne sont pas tendres, ils vont se moquer de vous. En plus, vous aurez une position hiérarchique vis-à-vis d'eux. Non, je pense que ça va pas le faire. Si vous m'aviez dit que vous vouliez travailler en bureau d'études ou bureau des méthodes, et pourquoi pas, mais là, non. Donc on voit quand même bien que le bégaiement dans la recherche du travail, ça pose quand même un souci. Et du coup, au bout de 12 mois, de 18 mois, je trouve pas poste d'ingénieur en productique. Et la chance que j'ai eue à l'époque, c'est qu'il manquait des informaticiens. Et donc, on formait des bac+4 et bac+5 dans le monde informatique. Ça tombait bien, j'avais quand même un bagage informatique. Et donc, j'ai été formé 3 mois dans les nouvelles technologies et j'ai été embauché dans à l'époque, ça s'appelait des SS2I, des ESN aujourd'hui, des entreprises informatiques qui placent les informaticiens en prestations informatiques chez le client. Et donc, je deviens informaticien, je commence en tant que développeur informatique. Et finalement, on me dit, je suis quand même une personne bègue, bien que j'ai quand même un bac+5, je peux prétendre, et pourquoi pas, à évoluer vers des postes de chef de projet. Et pourtant, je me dis, non, je suis bègue, je vais rester à ma place de développeur. Toi, tu t'es dit ça. Alors moi, clairement, je reste sur mon idée que le bégaiement ne m'empêchera rien. Et, c'est vrai que en tant que psychologue, avant, j'avais des postes plutôt discrets, on va dire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'urgence. Et en fait, donc déjà, je suis devenue spécialiste du stress, ce qui m'a quand même donné des astuces pour gérer mon bégaiement. Et en fait, je suis de plus en plus exposée. Ça m'arrive de parler à la télévision, ça m'arrive de donner des cours dans des grands amphithéâtres. Et en fait, j'ai appris. Au début, ça a pu me poser problème, hein, je me suis posé des questions, mais j'ai appris à gérer mon bégaiement différemment pour pouvoir accéder à des postes plus importants. En tout cas, ça m'a pas posé problème dans mon évolution professionnelle. Au niveau de la vie quotidienne, euh, quel peut être également l'impact du bégaiement? Il est assez direct, hein. Oui, je pense effectivement au restaurant, quand le serveur arrivait prendre la commande. Et c'est vrai que si je suis accompagné de personnes, je vais préférer laisser la personne les commander à ma place. Donc en fait, je n'ose pas commander, et donc je préfère que quelqu'un me commande à ma place. Mais parfois, si je devais appeler quelqu'un,
Ou admettons pour réserver aussi un restaurant, ben, je préfère que ce soit ma compagne de l'époque qui réserve à ma place. Donc en fait, et l'impact est de ne pas c'est d'éviter de prendre la parole et de laisser quelqu'un d'autre prendre la parole à notre place. Donc c'est terrible parce qu'en fait on entre dans ce cercle vicieux. Je, je bégaye, donc finalement, ou je prends la parole, je vais bégayer. Donc à la fin, bah, ça se termine. Et j'évite de prendre la parole. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Alors moi, l'impact, il était très important quand j'étais jeune, parce que je bégayais beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aller à la boulangerie, c'était un cauchemar. Croissant, c'était un mot pas possible à dire. Donc, en général, je disais un petit pain, mais j'avais pas très envie d'un petit pain. Enfin, quand je devais commander la baguette, c'est pareil, le B était compliqué à l'époque. Et donc, parfois, je commandais autre chose que ce que je voulais commander. Au resto, c'était pareil, je commandais autre chose que ce que je voulais commander de peur de bégayer. Donc, moi, j'avais plein de stratégies pour éviter le bégaiement. Et aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Je crois que j'ai fait ça quand même pas mal d'années, mais sans forcément m'en rendre compte. C'est-à-dire, c'était devenu quelque chose d'habituel, mais je le conscientisais pas. Et puis quand j'ai commencé à en prendre conscience et tout ça, je me suis dit c'est un problème, il faut que je fasse autrement, quand même, pour pas m'empêcher des choses. Entre autres, au resto, quand même, de manger ce qui nous plaît. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, voilà. Par contre, par exemple, si on est dans une salle de classe, dans une formation, je vais pas poser des questions avec le micro, etc., parce que je vais être gênée de peur de bégayer. Et puis après, un autre sujet, pour moi, pendant des années, ça a été le téléphone. Euh, Ça m'est arrivé très très souvent que des gens me raccrochent au nez parce que ils pensent que la ligne est pas bonne, que la connexion n'est pas bonne, tellement je bégayais. Et le téléphone, c'était un vrai sujet. Aujourd'hui, ça n'est plus d'un sujet. Ça m'arrive de dire, excusez-moi, je bégaye, donc il va y avoir des coupures. Parce que par contre, quand je sens qu'il y a une gêne de l'autre côté, ça impacte chez moi ma parole. Et à partir du moment où je sens que la personne en face est gênée de mon bégaiement, ou en tout cas comprend pas ce qui se passe, parce que ça peut m'arriver de pas bégayer du tout pendant pas mal de phrases, et tout d'un coup je bégaye. Et du coup, à ce moment-là, je suis très gênée et je commence à bégayer terriblement. Et ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, j'ai pris comme astuce de prévenir en fait. Avec le recul que vous avez sur le bégaiement, euh, avez-vous observé des différences sur le regard de la société sur cette diffluence de manière générale? Alors, il est vrai que là, j'avais parlé du recruteur qui m'avait dit donc ouvertement que le bégaiement posait un problème. Et ensuite, j'avais suivi une formation pour devenir informaticien. Effectivement, on peut tomber sur des recruteurs qui acceptent l'handicap, qui acceptent le bégaiement. Et c'est vrai que la société, elle évolue surtout ces dernières années. On parle beaucoup de inclusion, on parle beaucoup aussi d'handicap ou positif. En fait, au lieu de montrer le côté négatif ou les points faibles de l'handicap, on va montrer maintenant mais oui, mais malgré ton handicap, tu as su faire ci, tu as su faire ça, et on va montrer plutôt les points forts et finalement toute cette résilience qui nous a permis finalement à surmonter toutes les difficultés. Parce que mine de rien, avec mon bégaiement, je suis tout de même devenu ingénieur. Je j'ai tout de même décroché un poste dans une entreprise qui plaçait ses collaborateurs chez des clients. Donc il fallait que les clients donc aussi acceptent le salarié comme il est. Mais que à chacune de mes missions, je me remettais en question. Bah, je vais dire un peu comme tout le monde et finalement, hein, mais peut-être avec un boulet au pied qui s'appelait le bégaiement, quoi. Et donc effectivement,
Oui, je vais noter que aussi dans les ressources humaines, on fait maintenant la semaine de l'handicap, etc. Et je sais que également j'ai évolué beaucoup au fil des années sur le bégaiement et on pourra donc en reparler. Mais je sais que j'ai pris des actions dans mon entreprise à faire parler du bégaiement et tout ça, quoi. Et ça aide aussi à surmonter son propre bégaiement et finalement à ce que le bégaiement ne soit plus un problème. Mm. Alors, personnellement, j'ai jamais considéré que j'avais un handicap. Donc, enfin, en fait, le mot de handicap ne m'est jamais venu et j'ai jamais considéré que il fallait qu'on s'adapte à moi. Donc ça, c'est une première chose. Et jusqu'à il y a 3 ans, j'ai fait une expérience d'éloquence avec des gens qui étaient bègues. C'était la première fois de ma vie où je rencontrais d'autres bègues. Donc déjà, j'étais confrontée et j'avais très très peur. Je voulais pas y aller au début parce que entendre des gens bégayer me renvoyait un miroir de quelque chose que j'essaye absolument de ne pas entendre chez moi. M'enregistrer, c'est pas possible. Aujourd'hui, le podcast, c'est un sujet, c'est un travail. Et en fait, euh, ce jour-là, je me suis dit, c'est quand même un handicap. Mon bégaiement est un handicap. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à modifier ma manière de voir cette particularité. Alors moi, je considère toujours que c'est une particularité plutôt qu'un handicap. Mais j'ai commencé à me dire, ça m'a quand même empêché des choses. Alors que j'ai essayé de me persuader des années que ça n'empêchait rien. Ça m'a quand même empêché des choses. Ça empêche au quotidien, ça empêche de parler librement, ça nous empêche de dire des choses, ça nous empêche de parler spontanément, etc. Et en fait, j'ai jamais voulu qu'on s'adapte à ça. D'ailleurs, ça m'arrangeait bien quand mon frère finissait mes phrases à ma place, quand je raconte jamais de blagues parce que elles n'ont pas de chute chez moi puisque elles viennent trop tard les chutes. Donc quand j'étais petite, j'ai appris à ne plus raconter de blagues parce que tout le monde connaissait la fin avant que moi j'arrive à le dire. Mais en fait, le fait de considérer quand même que c'est un handicap qui m'empêche des choses m'a permis de voir les choses différemment et d'accepter cette particularité. Effectivement, on parle maintenant de plus en plus de particularités, de signes distinctifs. D'ailleurs, on dit plus que lui, il est bègue, on va dire c'est une personne qui bégaye. Pour dire que avant tout, c'est une personne, euh, que finalement le bégaiement ne nous définit pas, euh, et que c'est un signe distinctif comme la couleur des cheveux. Et finalement, euh, donc c'est aussi dans ces différences-là au fil des années, et peut-être aussi donc finalement dans la prise en charge qui a aussi évolué. Et maintenant, comment selon vous le bégaiement est perçu? Alors, moi, je suis un peu étonnée. Donc, je travaille dans la fonction publique hospitalière et je suis quand même un peu étonnée. C'est-à-dire que je travaille avec des soignants, parfois des pédiatres, etc. Et euh, encore, quand je bégaye en réunion, on se moque de moi. En tout cas, on rit, on est gêné, etc. Est-ce que c'est de la moquerie pure et dure? Est-ce que c'est une manière d'être gêné parce qu'on sait pas ce qui se passe, parce que je bégaye pas tout le temps? En tout cas, toujours est-il que je travaille avec des soignants et que parfois ils se moquent, en tout cas ils rient et ça m'étonne toujours. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'il y a une évolution dans la perception du bégaiement. J'ai pas l'impression qu'il y a une connaissance du bégaiement qui est très importante. En tout cas, ça, c'est ma perception. Je n'ai pas une connaissance théorique de ça. Je te rejoins, Julie. C'est vrai que bégaiement, thème que l'on va prendre ou que les humoristes vont prendre et pour faire rire, hein, et même encore aujourd'hui, peut encore prendre ce thème-là. Il suffit de voir des humoristes qui vont se moquer de Bayrou parce qu'il est bègue et qu'il
il parle justement lentement pour ne pas bégayer, mais donc du coup, on va se moquer sur sa lenteur, parce qu'il veut justement maîtriser son bégaiement et voilà, ou le cas chez, ou peu importe, mais on va encore se moquer de lui donc aujourd'hui, quoi. Donc, finalement, et rien que cette phrase l'histoire bégayer, pour dire que l'histoire se répète, c'est aussi finalement symptomatique que la société, bien qu'elle évolue, elle évolue quand même et lentement. Mm. Mm, Je pense aussi qu'on entend quand même encore souvent les expressions désolé, je bégaye parce que je stresse, etc. chez des gens qui bégayent pas du tout. Et moi, quand j'entends ça, ça a tendance à m'énerver, hein, parce que je me dis, ils ont aucune idée de ce que c'est que de bégayer, en fait. Bégayer, c'est vraiment chaque instant de ta vie auquel tu y penses. Et quand t'entends des gens qui disent ah j'ai bégayé un petit peu, etc. Voilà. Je pense qu'on n'a pas idée de ce qu'il y a dans la tête d'un bègue. C'est une pensée permanente de contrôle, de maîtrise de son langage. Et ça, c'est quelque chose, je pense, on n'en a pas idée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une méconnaissance encore de cette particularité de manque de fluidité dans la parole. Et donc, pour changer du coup le regard que porte la société sur le bégaiement, est-ce qu'il faut qu'il y ait davantage de personnalités qui bégayent, qui prennent la parole directement en public? Bah, moi, je serais assez favorable à ça. C'est-à-dire que euh, c'est marrant que tu parlais de Bérou, mais j'ai appris qu'il bégayait, etc. Effectivement, j'ai vu sa parole, je l'ai vu différemment. J'avais entendu quelque chose qui disait que la majorité des bègues avaient un QI plus important que les autres personnes. Et ça m'avait fait un peu plaisir. Je m'étais dit, ah bon, bah, donc c'est pas, donc en fait, le bégaiement, ça n'est pas un problème intellectuel. Je veux dire, on n'est pas dans ça. Et très clairement, une des raisons pour lesquelles j'ai participé à un concours d'éloquence avec des gens qui bégayaient, ça a été aussi pour moi un pas en avant de dire il faut qu'on parle de ce handicap, il faut que j'arrête de le cacher, il faut que j'accepte d'en parler et je suis allée jusqu'à en parler dans mon milieu professionnel, faire de la communication sur l'événement qui arriverait, etc. Et ça a été un gros effort pour moi parce que également je le cachais, donc j'essayais de pas en parler. Et là, je me suis dit, en tant que bègue, on a peut-être une responsabilité aussi à en parler et à l'assumer. Effectivement, c'est toujours peut-être mieux qu'une personnalité connue soit finalement va communiquer sur le bégaiement, mais je te rejoins, Julie, les personnes qui peuvent en parler le mieux, ça reste quand même les personnes qui bégayent et qui doivent en parler finalement ou se saisir. Admettons, je parlais tout à l'heure de la semaine de l'handicap et dans l'entreprise, ou lorsqu'il y a le téléthon, ou peu importe, il faut qu'ils qui prennent finalement alors leur handicap, et tu disais que toi tu considérais pas le bégaiement comme un handicap, et ça c'est vrai, c'est propre à chacun. Mais il faut que finalement les personnes qui bégayent prennent ou soient acteurs de l'évolution de la société. Et d'ailleurs, il y a des associations hein, qui font ça très très bien. Moi-même, je suis délégué de l'association Parole Bégaiement. J'encadre un groupe dans Eutrade pour justement, comme tu le disais, avant de rentrer dans des associations de personnes qui bégayent ou toi-même, avant de faire l'éloquence, cette ce concours, cet événement autour de l'éloquence, des personnes qui bégayent, d'ailleurs qui moi-même, on s'est connu là, hein, et Julie, eh bien, je n'avais pas rencontré beaucoup de personnes qui bégayent avant cela, quoi.
Donc c'est peut-être à nous donc aussi à montrer la voie à d'autres personnes qui bégayent que effectivement on peut peut-être bégayer très fortement comme t'as bégayé en étant jeune très Mhm. fortement comme moi. Donc également j'ai bégayé très fortement, mais on peut s'en sortir quoi. Et le but c'est de s'entraider entre nous et de participer à des événements pour pour finalement pour montrer ce qu'est le bégaiement. Car souvent, les personnes, comme tu le disais, ils connaissent très très mal le bégaiement. Ils vont juste dire, ah oui, le bégaiement, c'est quand des personnes vont bloquer sur des mots ou vont répéter. Mais finalement, ça, comme tu parlais du terme de l'iceberg, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a cette partie invisible euh, qui peut être la peur, la honte, certes des choses un peu plus visibles qui vont se transformer par un... On va se mettre à rougir, on va se mettre à suer, donc ça c'est encore des choses invisibles. Mais les choses ou invisibles, comme tu le disais, tu contournais un certain mot, ça moi je le faisais pas, mais parce qu'en fait chaque personne qui bégait a ses propres stratèges. Moi, je préférais bloquer et continuer à bloquer et forcer pour que le mot sorte. Effectivement, donc il y a toute cette partie invisible que finalement le public ne connaît pas et ne voit pas, sauf s'il devient finalement est averti ou sensibilisé à ce bégaiement. Depuis plusieurs années, voire décennies, de nombreuses recherches sont menées sur le bégaiement. Et donc, on peut se demander, en tant que personne qui bégaye, comment voyez-vous le changement dans la prise en charge du bégaiement? C'est pour cette question, Julien. Alors moi, quand j'ai commencé l'orthophonie en 2000, non, pas 2000, pas du tout, en 1980, 81, je suis tombée sur une orthophoniste qui avait pas de spécialisation dans le bégaiement. D'ailleurs, pendant des années, on a essayé de savoir pourquoi je bégayais. Et pendant des années, on a dit que je bégayais parce que j'étais tombée dans les escaliers quand j'avais 2 ans. Donc c'est un peu bizarre parce que du coup, moi, j'ai jamais compris cette explication vu que j'ai commencé à bégayer à 5 ans, j'étais tombée dans les escaliers à 2 ans, ça avait pas de sens pour moi en fait. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Voilà. Après, on m'a dit toute ma vie que je bégayais parce que j'étais stressée. J'avais pas une personnalité particulièrement anxieuse et je comprenais pas non plus pourquoi on me disait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on bégayait plus dans les moments de stress parce que notre respiration s'accélère, notre cœur s'accélère et que du coup l'air il passe moins bien dans le larynx, etc. Mais en fait, j'ai jamais compris les explications de mon bégaiement, mais parce que le fait que ce soit neurologique et que ça, c'est des avancées qui ont été faites dans la science et qui font que c'est des explications qu'on a depuis pas si longtemps que ça. Donc moi, quand j'étais enfant, adolescente, on m'a beaucoup travaillé sur le bégaiement en termes d'estime de soi, d'oser m'affirmer et de respiration. Et donc, je n'avais que ça comme technique. J'avais refait un peu d'orthophonie vers l'âge de 18-19 ans quand j'avais voulu passer le concours d'orthophonie et que le bégaiement était un sujet. Euh, et j'avais pas eu beaucoup plus de techniques que l'affirmation de soi et la respiration. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai recommencé à bégayer très fortement et j'ai été prise en charge par une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement euh, qui m'a appris l'allongement des syllabes, le fait de parler avec une voix plus abaissée, etc. Et qui m'a appris un tas de techniques que j'utilise aujourd'hui couramment dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, etc. Et alors, quand j'étais enfant, j'avais découvert une technique par moi-même, qui était une technique où en fait, je me donnais des à-coups avec le poing contre la jambe, contre la hanche, et ça me permettait de débloquer ma respiration qui faisait que le mot il sortait. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais découvert toute seule en fait. On m'avait pas enseigné quelque chose.
Là, je te rejoins parfaitement que à l'époque, euh, les orthophonistes connaissaient finalement peu de choses dans le bégaiement. Alors certes, elles étaient très spécialisées dans comment l'être humain parle, le larynx. Ils vont nous faire un cours sur le larynx, sur l'air expulsé et tout ça. Euh, mais finalement, le bégaiement, très peu de choses. Alors, on ne peut pas leur en vouloir si déjà dans leurs études, on leur en parle très très peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même en 2025, on en parle certes un peu plus dans leurs études, mais ça reste encore trop peu abordé. Et je remercie en tout cas tous les étudiantes en orthophonie qui veulent un peu plus se spécialiser, se former ou en tout cas acquérir des compétences en rencontrant des personnes qui bégayent. Et donc, à l'époque, la prise en charge, c'était soit par des orthophonistes, soit des phoniatres. Et c'est vrai, si on disait que le bégaiement avait peut-être une cause psychologique, on allait voir aussi soit un psychologue, soit un psychiatre. Et donc, ensuite, il faut pas être étonné que des personnes qui bégayent, qui finalement iraient voir n'importe quelle personne qui peuvent leur vendre une recette magique, hein. D'ailleurs, moi-même, j'ai participé à un stage de rééducation réalisé à l'époque par Yvan Impoko. Et d'ailleurs, Julie, tu m'as fait rire quand tu disais tu avais trouvé une petite technique qui était un peu finalement à mettre un effort, hein. La méthode Yvan Impoko, ça consistait à faire une contraction du biceps, triceps, euh, sur chaque syllabe que la personne va produire, quoi. Euh, et en plus, il fallait ne pas articuler parce que ça pouvait il partait du principe que c'était en articulant qu'on pouvait accentuer le nombre de bégayages. Donc, ça faisait un petit truc comme ça. Donc finalement, c'était oh oui, ça fait même rire. Ça remplaçait finalement le bégaiement par un autre problème qui était de oser appliquer cette technique à l'extérieur. On comprenait ce que vous disiez quand vous n'articulez pas. C'est un peu le sujet. Alors, il partait du principe que dans tous les cas, on vous comprenait pas quand vous bégayez. Donc finalement, on avait peut-être le choix entre le choléra et la peste, hein, on va dire. C'est ça. Non, mais finalement, la prise en charge a beaucoup évolué parce que il y a des recherches, les orthophonistes aussi s'améliorent, se documentent. Et maintenant, ils savent que le bégaiement n'est pas un trouble de la parole ou trouble du langage, mais un trouble de la communication. Et maintenant, il y a même des approches, on sait, qui doivent être pluridisciplinaires. On est bien sûr dans la formation euh, de la parole, mais on va être aussi dans des actes de spontanéité, de relaxation, un peu faire des actions de théâtre ou d'improvisation. Et d'ailleurs, les orthophonistes maintenant se forment aussi à ils sont formés à la base de la psychologie, donc aussi la psychologie comportementale. Et on sait que finalement, maintenant, pour faire face au bégaiement, faut actionner plusieurs leviers. Et d'ailleurs, maintenant, les orthophonistes réalisent aussi une prise en charge par groupe et thérapeutique, parce que malheureusement,
Euh, j'ai été suivi par des orthophonistes, j'ai arrêté, j'ai repris, etc. Mais on voit que une personne qui bégaye, qui va être suivie par un orthophoniste, une orthophoniste dans un cabinet, au fil des séances, la personne ne bégayera plus, quoi, mais continuera à bégayer encore à l'extérieur selon certaines circonstances à la boulangerie, donc admettons, avec des inconnus, mais ne bégayera peut-être plus à force avec des amis et de longue date, quoi. Et c'est là où le bégaiement est très vicieux et nous surprend donc à chaque fois. Et, et comme Julie et Daniel vous l'avez expliqué, vous avez eu du coup à plusieurs moments de votre vie des moments où votre bégaiement était plus ou moins présent. Finalement, on peut donc dire que le bégaiement nous accompagne tout le long de notre vie et qu'il ne faut pas qu'il devienne un boulet, mais plus comme un compagnon, je dirais. Complètement d'accord avec toi, Julien, sur le sujet. Euh, Franchement, je pense que pendant 40 ans, le bégaiement a été un boulet pour moi. Et c'est devenu un compagnon depuis 2 3 ans. Euh, L'expérience que j'ai vécue avec des orthophonistes qui étaient spécialisés du bégaiement m'a permis d'accepter cette particularité, d'en faire une particularité dans ma vie, d'oser en parler, d'oser l'expliquer aux gens et, euh, et d'accepter que c'est un défaut chez moi. En fait, en tout cas, je considère quand même que c'est un défaut dans le sens où je ne maîtrise pas quelque chose, je ne maîtrise pas parfaitement. La communication, elle n'est pas maîtrisée quand je bégayais. Elle m'empêche des choses. Et ça, c'est difficile à accepter. Je pense que j'ai tellement essayé de le cacher que ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, je l'accepte. C'est un compagnon. J'accepte aussi d'en parler aujourd'hui, par exemple, sur un podcast. Mais j'accepte l'idée que ma vie, elle a été jonchée de moments où je bégayais très fortement, de moments où je bégayais presque pas et des moments qui sont variables où le bégaiement me prend par surprise. Et en fait, finalement, ça fait quand même très peu de temps, personnellement, que j'accepte que ce bégaiement me surprenne. C'est assez désagréable, la surprise. Euh, et que parfois, je ne maîtrise pas, en fait. Ça, c'est devenu acceptable depuis pas longtemps. Effectivement, Julie, là, je te rejoins et tu m'as fait m'a pensé à une chose, et c'est vrai que la prise en charge a beaucoup évolué. Euh, et d'ailleurs, Julien t'a parlé du fait que finalement le bégaiement pouvait être un compagnon. Il y a, il y a en fait deux écoles. Il y a une école où le bégaiement faut combattre et le bégaiement, et d'ailleurs dans toutes les méthodes de rééducation ou d'élimination du bégaiement, on va parler combattre le bégaiement, vaincre le bégaiement. Et là, et finalement, Julie a parlé de l'accepter. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux écoles, ceux qui veulent combattre le bégaiement, d'autres qui veulent l'accepter. Et pour l'accepter, il y a d'ailleurs même une technique qui est ce qu'on appelle le bégaiement inverse. On va faire exprès de bégayer, on va même en jouer pour mieux l'accepter, mieux l'appréhender et aussi mieux sentir, mieux se comprendre et finalement pour savoir à quel moment le bégaiement peut se manifester pour peut-être mieux l'anticiper. Et quand tu parlais de abaisser la voix, c'est justement pour ressentir un blocage qui peut arriver et on va atténuer ce blocage pour finalement ensuite ne pas peut-être avoir une parole est parfaite, une parole avec quelques blocages, mais finalement, comme n'importe quel présentateur et télé pourrait donc avoir.
Donc on ne recherche plus. Donc aujourd'hui, finalement, la parole est parfaite, comme à l'époque où peut-être les orthophonistes voulaient éliminer tous les blocages, même si à l'époque il pouvait donc y avoir, et là je connais pas, je pense que les orthophonistes ils pourraient plus en parler. Peut-être que même à l'époque il y avait plusieurs écoles, hein. Et en tout cas là il y a aujourd'hui donc encore il y a plusieurs écoles qui est de finalement de ne plus rechercher la parole est parfaite parce que personne n'est parfait. Et d'ailleurs, tu parlais de maîtriser et il y a aussi une particularité chez toutes les personnes qui bégayent, c'est qu'elles, ce sont des personnes qui veulent bien faire et trop bien faire. Et en général, à l'apprentissage de la parole, je pense que les enfants futurs bègues rechercher la parole parfaite ou apprendre à parler parfaitement ou apprendre à parler vite, alors que un enfant ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, être propre, marcher, euh, parler, et puis apprendre le bien et le mal. Et voilà, peut-être que la société met trop de pression, peut-être aujourd'hui, et le problème des personnes qui bégayent, c'est qu'ils veulent trop bien faire et ils ont peut-être eu trop de pression à une époque. Ils se sont mis à bégayer et le bégaiement, malheureusement, a toujours vouloir trop bien faire. On a peut-être trop mal, ou en tout cas, on a mal fait et le bégaiement qui devait être juste un passage de un mois, de 2 mois, de un an, on a gardé toute notre vie. Pour rester sur la thématique des enfants qui bégaient, actuellement les recherches ont permis de définir que le bégaiement est d'origine neurologique, mais mais étant parfois issu d'une prédisposition génétique. Et donc, en tant que parent, vous êtes-vous posé la question et avez-vous eu peur que vos enfants bégayent? Alors, très clairement, moi, j'avais un père qui bégayait. Alors, ça a été aussi la raison pour laquelle mes parents, ils se sont pas du tout inquiétés que je bégaye quand j'étais enfant. Et parce que mon père a bégayé jusqu'à l'âge de 18-20 ans et après, ça a disparu complètement de sa vie. Il bégayait un peu, je pense. Et du coup, j'y ai pensé quand j'ai fait des enfants. Donc, j'en ai deux. Aujourd'hui, ils ont 20 ans et 17 ans. C'est marrant parce que j'y ai pensé au moment de leur conception et plus du tout après. Ça a concomité, peut-être leur naissance a concomité à une période de ma vie dans laquelle j'ai moins bégayé. Et du coup, peut-être j'y ai pas pensé comme un vrai sujet. Donc, pour mes enfants, j'y ai pas trop pensé, quoique j'y ai été attentive. J'étais attentive au fait qu'ils pourraient avoir besoin d'une orthophoniste, etc. Et par contre, j'ai mon neveu qui est mon filleul aussi, qui a eu des moments où il répétait des syllabes. C'était pas un vrai bégaiement, mais il répétait des syllabes ou il répétait des mots. Et ça a été un sujet, et j'ai un peu dit à ma sœur que c'était très important qu'elle aille le faire diagnostiquer, etc. Parce que j'avais pas trop envie qu'il vive le même parcours que moi. C'est bizarre et Julie, j'ai l'impression que t'es ma sœur. C'est pas vrai, hein. J'ai également un père qui bégaye. Euh, mais c'est vrai, je suis le dernier de la descendance, hein. Et quand je suis né, mon père avait 40 ans, donc en fait, il maîtrisait plus ou moins son bégaiement. Et même moi, je n'avais pas remarqué qu'il bégayait, sauf quand il pouvait peut-être s'énerver ou des choses comme ça. Euh, donc effectivement, mon père bégayait. J'ai un neveu qui s'est
Oui, c'était pas non plus vraiment un bégaiement, mais il avait des tics, donc voilà. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on peut se poser la question, c'est pas une peur, mais on va être, comme tu le dis, Julie, attentif. Et donc, quand ma fille commençait un peu à répéter les mots, on a préféré l'envoyer chez l'orthophoniste que plutôt de suivre le conseil du médecin de l'époque qui disait ça passera. Et en fait, le conseil maintenant est dans la prise en charge, c'est plus vite un enfant va être pris en charge par un orthophoniste, une orthophoniste, mais ne serait-ce pour que juste quelques séances, mieux vaut faire quelques séances pour rien, et on va dire que laisser le temps et que le bégaiement s'installe. Donc plus vite la prise en charge est rapide, plus vite le bégaiement va disparaître. Si un de vos enfants aurait bégayé, pensez-vous qu'avec le recul que vous avez en tant que parent qui bégaye, vous aurez pu, vous avez pu accompagner votre enfant à accepter et vivre son bégaiement? Clairement, oui, d'abord, j'aurais culpabilisé terriblement d'avoir transmis cette chose qui quand même fait souffrir, faut pas se le cacher. Je veux dire, là, on est là en parlant avec beaucoup de recul. Moi, je me souviens que le bégaiement m'a beaucoup fait souffrir et encore aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Il y a des jours où je me sens empêchée de parler. Euh, donc j'aurais d'abord culpabilisé, qui est le propre des mères. Et, euh, et après, oui, je pense que j'aurais accompagné mes enfants et surtout, je les aurais accompagnés dans le soin. C'est-à-dire que j'aurais fait en sorte qu'ils aient une orthophoniste spécialiste du bégaiement assez rapidement. Je sais pas si j'aurais été donné de bons conseils. C'est toujours très difficile de donner un conseil à une personne qui bégaye parce qu'en fait, il y a autant de types de bégaiement que de personnes qui bégayent. Donc, et comment est conseiller une personne qui bégaye et qui n'a pas le même bégaiement comme tu disais, Julie, toi, tu as eu plein d'amis, moi, c'était plus compliqué. Bon, en tout cas, euh, en tout cas, oui, les conseils que j'aurais pu dire, c'est les conseils que j'ai compris bien plus tard, hein. Ce serait de parler, de s'exprimer tout le temps et pas de se renfermer dans le silence. Ouais, alors clairement aujourd'hui, moi, je suis assez timide par rapport à des gens qui bégayent, tu vois. Julien, Daniel, j'oserais jamais vous donner des conseils sur ce qui a marché pour moi, ce qui marche pas sur d'autres. Je pense vraiment le bégaiement c'est quelque chose d'assez unique. Euh, Ceci dit, en fait, presque on s'observe les uns les autres quand on bégaye en groupe et on apprend des uns des autres. Et ça, c'est quand même intéressant de ne pas rester seul. Je pense qu'il faut pas rester seul quand on bégaye. Il faut rencontrer des gens qui bégayent, il faut rencontrer des soignants qui s'occupent du bégaiement. Et, euh, et au-delà de ça, en tout cas, le seul conseil que aujourd'hui je donnerais, mais avec beaucoup, beaucoup de recul, c'est vraiment de se dire comment je peux euh, accepter cette particularité, en faire une partie de mon identité, parce que ça fait partie de mon identité, et finalement, quelles ressources ça m'a apporté dans la vie. Le fait d'avoir un défaut, en général, ça nous amène des ressources. Et du coup, ce que j'aurais envie de dire, c'est comment ce bégaiement, il m'a appris à avoir une certaine force de caractère, apprendre à m'affirmer, apprendre à me dire que je ne suis pas parfaite et on peut quand même faire avec l'imperfection. Et puis, quand j'ai besoin d'aide, demander de l'aide. Parce que quand on est bègue, on a parfois besoin d'aide pour communiquer. Donc, je pense que tout ça, c'est un apprentissage qui m'a beaucoup appris dans la vie et avec lequel je fais aujourd'hui au quotidien. Peut-être ça m'aide à être une psychologue un peu. Oui, c'est vrai que les conseils de dire
ou les mauvais conseils, calme-toi, parle moins vite, tout ça. C'est pas des bons conseils. Non. Autant peut-être effectivement tout de suite, comme tu l'as dit, conseiller l'enfant qui va se mettre à bégayer à ne pas dire que finalement c'est un désastre, c'est une catastrophe. Oui, bah bien sûr, ça aurait été mieux que tu ne bégayes pas, mais bon, maintenant que tu bégayes, eh ben, faut l'accepter, faut vivre ensemble, et effectivement, ça forge un caractère. Je suis d'accord avec toi. La vie, dans tous les cas, et ça c'est vrai pour tout le monde. Elle n'est jamais ma fille Eugé, elle le s'écrie tout le temps, quoi. Et c'est vrai que souvent j'ai eu des pensées sombres à l'adolescence. Oui, ma vie est foutue, je trouverai jamais de femme, je vivrai seul, je n'aurai jamais de travail. Et pourtant, j'ai eu une vie complètement normale. J'ai 2 enfants, j'ai été marié, elle est tellement normale que j'ai divorcé, comme tout le monde. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est finalement, on peut vivre très bien avec le bégaiement. Mais c'est encore facile. C'est facile à le dire aujourd'hui, hein, avec le recul. Et le fait que aussi mon bégaiement n'est plus ce qu'il était donc également, mais comme quoi on peut s'améliorer, quoi. C'est aussi une question de maturité. Je pense que quand on est adolescent, jeune adulte, etc., on a l'impression que chaque particularité, chaque différence va faire qu'on ne sera pas accepté. Et puis quand on grandit et quand on construit sa vie, on se rend compte que finalement, ça n'a pas empêché de grandir. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Peut-être c'est un petit message pour les enfants qui bégayent, c'est de se dire, ça fait partie des particularités comme les particularités physiques, etc. Et que on peut grandir avec ça, bien grandir avec ça. Il faut juste apprendre à communiquer différemment, à maîtriser sa communication et puis à accepter les soins, parce que finalement, c'est les soignants qui nous aident à avancer par rapport à ça. Pour revenir sur l'impact que peut avoir le bégaiement, selon vous, lequel elle serait sur la vie professionnelle et la vie familiale? Ben, sur la vie professionnelle, je dirais que rien n'est figé. Euh, je t'avais dit, Julien, qu'au début, j'avais commencé ma carrière en tant qu'ingénieur et développeur, et que finalement, j'étais bien devant mon ordinateur à développer. Et finalement, au fil des années, j'ai voulu évoluer professionnellement, et finalement, je suis parti dans le test logiciel. Et ensuite, c'est vrai que ce contact client me manquait beaucoup, quoi. Et la communication, je veux dire qu'un être humain est quand même fait pour communiquer, pour aller vers les autres. Et, euh, et j'ai voulu, après, alors certes, peut-être après avoir mûri, après avoir pris plus confiance en moi, évoluer professionnellement, et aujourd'hui, je suis formateur et rédacteur. Comme quoi, c'est possible qu'une personne qui bégaye prenne la parole devant, devant des stagiaires, à transmettre ses compétences, à transmettre un savoir. Euh, et, et bizarrement, il faut aussi tomber sur les bonnes personnes, les chefs de service qui vous font confiance quand vous leur dites j'aimerais faire ci. J'ai eu un refus d'un chef de service, et il a fallu qu'il parte à la retraite et que je tombe sur un autre chef de service qui cette fois-ci m'a pas fait confiance
Il m'a dit donc ok, Banco, tu vas faire un premier stage et on va voir et si ça te plaît, si ça se passe bien. Et donc j'ai carrément maintenant mais changé de métier et puis, formateur à apprendre. Peut-être une réponse, Julien, qui alliera les deux. Quand j'ai eu mes enfants, il y avait quelque chose qui était très difficile pour moi, c'était de raconter des histoires. Parce que, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais raconter des histoires drôles, on finissait toujours la blague avant moi. Et du coup, c'était pas drôle. J'avais arrêté de raconter des histoires et raconter des histoires était devenu très compliqué. J'avais décidé que c'était plutôt mon mari à l'époque qui racontait des histoires aux enfants. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est rigolo, c'est que dans ma pratique de psychologue, j'ai toujours été intéressée par l'hypnose. Et l'hypnose, c'est un peu raconter des histoires quand même. Et il y a une dizaine d'années, je m'étais dit, est-ce que je me forme à l'hypnose? Est-ce que je me forme pas? Parce que, en fait, j'avais l'impression que raconter une histoire, parler, alors que le patient est pas forcément dans la communication avec nous, en hypnose, ça allait faire que j'allais bégayer énormément. Et j'ai été très étonnée de découvrir en apprenant l'hypnose que finalement, quand je fais de l'hypnose, quand je pratique l'hypnose, je bégaye très peu, voire pas du tout. En général, les patients, ils ont les yeux fermés. Donc, il y a cette question de la communication duel qui n'existe plus, en fait. Je parle comme si j'étais seule à parler. Et devant notre miroir, en général, on bégaye pas. Et donc, voilà. Et l'hypnose est devenue un outil thérapeutique dans ma pratique de psychologue que j'utilise beaucoup. Et en fait, maintenant, je raconte des histoires. Tu parles d'histoire et c'est vrai, toujours tenu lire les histoires à mes enfants. Ouais. Comme quoi, se dire, ouais, parce que bon, si on fuit, si une personne qui bégaye fuit toujours devant la moindre prise de parole, cette personne va s'enfermer dans son bégaiement, quoi. Donc, chacun sa technique, tu vois. Moi, j'ai fui pendant pas mal d'années. Actuellement, comment est-ce que vous décrirez la manière dont vous gérez votre bégaiement au quotidien? Alors, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de le gérer beaucoup. Les jours où je bégaye, plus, ça devient une question de comment je le gère. Mais je me rends compte que j'essaye vraiment de poser ma voix, de m'ancrer dans le sol, de parler plus lentement, de pas insister sur certaines syllabes, etc. Donc aujourd'hui, j'ai quand même de la technique qui fait que je maîtrise beaucoup mieux le sujet. Par contre, j'essaye beaucoup moins de cacher mon bégaiement qu'avant et c'est très reposant de ne pas cacher son bégaiement. Je gère avec beaucoup d'humour quand par exemple j'interviens, je fais cours beaucoup, je donne énormément de cours, parfois dans des amphis avec pas mal de monde et en général je fais une petite blague parce que je bégaye toujours au début et je fais une petite blague sur le fait que je suis un diesel, etc. Donc et une fois que tout le monde est au courant que je bégaye, j'ai beaucoup moins peur de buter de façon très sporadique. Et du coup, je me dis que ils seront pas surpris si je bégaye, puisque je l'ai annoncé. Ça, c'est une orthophoniste qui m'avait dit de faire ça. J'avoue que ça aide. Ça fait que j'anticipe moins le moment où les gens pourraient être surpris et pourraient se moquer du coup. Ça, c'est pas mal. Et j'avoue que depuis, donc il y a 3 ans, j'ai fait une expérience qui était de faire des discours d'éloquence entre personnes qui bégayaient. Et cette expérience m'a appris plusieurs choses. Déjà, elle m'a appris que le contenu était beaucoup plus important que le contenant. Et donc, j'ai appris que c'était beaucoup plus important ce que je voulais dire plutôt que la manière dont j'allais le dire. Et ça m'a beaucoup aidé à me décontracter sur la manière dont j'allais le dire et me concentrer sur le message que je voulais faire passer, les messages que je voulais faire passer. Donc ça a été une expérience très enrichissante pour moi par rapport à ça. Et puis j'ai appris aussi à dire je bégaye, je suis bègue, et c'est comme ça en fait. C'est pas quelque chose dont je vais m'excuser. Et ça a beaucoup joué aujourd'hui dans ma tranquillité à prendre la parole devant du public, dans ma facilité à prendre la parole, et surtout aujourd'hui je me sens plus tellement stressée en fait. Après, en petit comité, j'ai jamais été trop stressée.
Avec mes patients, par exemple, je suis pas du tout stressée de si je bégaye. Si je bégaye, je leur explique que je bégaye et c'est pas un sujet. Avec mes amis, ma famille, encore moins. Je suis d'accord avec toi, Julie. Je pense qu'on a ce même parcours de maturité et aujourd'hui ne le gère plus ce bégaiement parce que je pense que j'ai développé des automatismes que j'ai acquis au fil de mes pratiques, de mes expériences, de mes techniques. J'ai déjà vu plusieurs orthophonistes à différents stades de ma vie qui m'ont toujours appris des choses et nouvelles, hein, parce que on a vu que la recherche évolue, les orthophonistes et continuent à se former. Et donc, comme tu l'as dit, ce qui compte n'est plus la manière de comment on va le dire, mais c'est le contenu. Donc, c'est d'être conscient de ce qu'on va dire, de parler plus en étant et posé, en faisant des pauses, et non plus à vouloir fuir à tout prix la parole et donner notre message en espérant finir notre phrase et au plus vite et en étant tranquille. Sauf que on sait très bien qu'une fois qu'on a fini notre phrase, il y a Il y en a toujours une autre. quelqu'un, voilà, mais il y a une autre, donc, où il y a toujours quelqu'un qui va nous poser une autre question, et ben mince, je vais devoir encore dire une phrase. Non, je pense que finalement, les ressources qui m'ont aidé, c'est d'avoir vu plusieurs orthophonistes à différents stades de ma vie, d'être rentré dans une association de personnes qui bégaient, d'avoir pris un rôle au sein de cette association et avoir monté un groupe d'entraide entre personnes qui bégaient, d'avoir voulu essayer de me dépasser et d'améliorer ma prise de parole en public. J'ai d'ailleurs j'ai intégré une association de prise de parole en public, Toastmaster International à Lille. Et je pense que j'ai appris une chose, que plus on va prendre la parole et plus on inversera ce cercle vicieux du bégaiement et qui va finalement se transformer en cercle vertueux et on aura une fluence, je vais pas dire est parfaite, mais une fluence qui nous conviendra. Euh, et qu'on acceptera avec ses blocages, oui, certes, ses répétitions, mais finalement, on sera plus posé et moins stressé. On aura moins peur de prendre la parole. Je pense que aujourd'hui, si je dois prendre la parole, je la prends sans aucune appréhension. Je ne commence pas à repasser par différents stades, la peur et la sueur, l'appréhension. Moi, j'ai quand même encore de l'appréhension dans certaines circonstances, hein. À 47 piges, j'ai encore de l'appréhension dans certaines circonstances de réunions professionnelles, de devoir donner des conférences, etc. Ça, c'est des moments dans lesquels j'appréhende le bégaiement. Ou alors quand je rencontre des personnes que je trouve charismatiques ou je sais pas qui m'impressionnent, ça peut m'arriver de bégayer plus. Et à ce moment-là, ça m'embête de bégayer. Je suis encore dans des trucs comme ça. Dans ma tête, ça tourne encore en boucle avant certaines circonstances. C'est pas toujours cool. Effectivement, à un moment, j'étais frustré qu'avec toutes les techniques, toutes les méthodes, toute la connaissance liée au bégaiement que j'ai pu lire et dans des livres ou que les orthophonistes m'ont transmis, je me suis dit, mais mince, j'ai toutes les clés en moi pour ne plus bégayer, mais je bégaye encore. Mhm. Et en fait, il y a un moment, je ne sais pas, faut avoir un déclic dans la vie. Je ne sais pas quel a été ce déclic dans ma vie, qui a fait que j'ai commencé à m'améliorer et ça a toujours été en crescendo. Et souvent, dans mes groupes et d'entraide, je prends cette métaphore
d'un élève qui n'est pas bon et qui a de mauvaises notes. À un moment, comment on veut que cet élève s'améliore si on ne cesse de lui répéter qu'il est nul, euh, qu'il apprend rien, qu'il est fainéant et tout ça. À un moment, il faut aussi accompagner cet enfant, le tirer vers le haut. Alors, ne pas faire, et non, c'est pas faire de la gentillesse pour être très gentil, mais c'est juste de lui faire comprendre que, bah, déjà, il doit connaître ses points faibles, ses points forts, et petit à petit, bah, s'améliorer et s'entraîner. Et donc, la personne qui bégaye, en fait, elle a tellement acquis de mauvaises habitudes, elle a eu tellement de moqueries, qu'à un moment, elle a finalement que des mauvais points, une mauvaise histoire qui s'est ancrée pendant des années et des années. Il faut que cette personne, elle reprenne confiance en elle, et petit à petit, il faut que toutes ces expériences se transforment en bonnes expériences, en bons points. Hein, et on se souvient tous en tout cas nous, à l'école, on avait des instituteurs qui nous donnaient des mauvais points et des bons points. Bah, en fait, si la personne qui bégait a eu des tonnes de mauvaises expériences et de mauvais points, eh bien, je pense que la personne qui bégait ne peut commencer à s'améliorer quand elle aura acquis des bons points, qu'il y aura une balance. Et dans sa vie, j'ai eu autant de beaux points que de mauvais points. Et à partir de là, je pense qu'on s'améliore. Mais il faut atteindre ce pic, je sais pas, cet état de compréhension qu'on peut aller plus loin, parce qu'effectivement, le bégaiement, c'est pas tous les jours. On passe par des hauts et des bas. Et en fait, tant qu'on aura plus de bas que de hauts, on s'améliorera pas, je pense. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Faut finalement ou inverser ce cercle vicieux et finalement avoir de plus en plus de hauts que de bas pour s'améliorer. Je confirme ce que dit Daniel, hein, et c'est là où le public est important avec quelqu'un qui bégaye, c'est-à-dire les personnes avec qui on communique. Leurs réactions sont excessivement importantes. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est à partir du moment où on a des bonnes expériences de prise de parole qu'on va commencer à mettre le bégaiement un peu de côté. On va en faire notre allié, en tout cas quelque chose de l'ordre d'une particularité, alors que quand on n'a que des mauvaises expériences, on va le prendre comme un handicap. Et à partir du moment où on va vivre des prises de parole comme quelque chose qui nous fait du bien, qui a été agréable, qui a été bénéfique dans notre vie, etc., on va commencer à avoir envie de prendre la parole de plus en plus souvent. Et le bégaiement va devenir quelque chose accessoire, quoi. On s'intéressera plus à quoi ça nous sert de bien communiquer. Donc, pour conclure cet épisode, quels seraient les conseils principaux à garder en tête à la suite de ces échanges? Très clairement, hein. Moi, peut-être j'ai commencé les soins un peu trop tard, donc les soins d'orthophonie. Et je conseillerais toute personne qui bégait de se rapprocher de soignants compétents pour prendre en charge le bégaiement, pour avoir des techniques, de l'information, pour ne pas être seul par rapport à cette situation qui fait problème. Et avoir de bonnes expériences de prise de parole me paraît essentiel. Encourager quelqu'un qui bégait, donc l'accompagner, être accompagné, avoir des interlocuteurs agréables qui vont nous pousser à parler plutôt que nous couper la parole, finir nos phrases à notre place. Et en fait, oser être soi-même et oser être soi-même avec le bégaiement, avec ses particularités, avec ses défauts, etc. Ouais, je n'aurais pas dit mieux, hein. C'est vrai que un conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas attendre 40 ans ou 50 ans pour moins bégayer. En fait, de s'attaquer au bégaiement tout de suite, c'est-à-dire
ne pas rentrer dans ce cercle vicieux qui va que l'iceberg, la partie immergée va grossir et qu'il nous faudra des années finalement pour détricoter tout ça. Et donc le meilleur des conseils que je dirais, c'est de s'exprimer, comme tu le disais, d'avoir de bonnes expériences de prise de parole, soit avoir un confident qui parlait de son bégaiement, les parents, bon, bien sûr, mais parfois c'est plus facile à parler parfois à un ami qu'à ses parents. Euh, En tout cas, c'est de parler du bégaiement, d'oser prendre la parole, et peu importe si on échoue une fois, ce qu'il faut, c'est, quand on est bien suivi, c'est aussi appliquer les méthodes et de s'entraîner, pourquoi pas un peu seul et déjà, parce que je veux dire que avant de savoir et rouler à vélo, faut apprendre, on tombe et à un moment, on tombe plus. Euh, et je pense que et c'est ça, c'est prendre la parole. Et comment on peut l'apprendre? Soit en faisant du théâtre, soit en faisant du chant, soit en ayant juste une vie donc associative, donc aussi à rencontrer des personnes. Pour moi, je pense que plus une personne qui bégaye va parler, moins elle bégayera. Même si au début c'est dur, on va dire mais non, mais je veux prendre la parole, je bute à chaque fois, mais faut finalement peut-être, grâce à les techniques, je veux dire que si on bute est toujours sur le P de papa, parce que c'est une lettre explosive, c'est vrai, il y a toujours des lettres plus compliquées, c'est déjà savoir sur quelle lettre on bloque et atténuer ces lettres explosives, qui est une des techniques qu'on apprend. C'est adoucir et finalement certaines lettres. Ne pas être très pressé. On a le temps. C'est vrai que souvent, on va se mettre la pression par rapport à notre interlocuteur en se disant, ouais, j'embête et l'interlocuteur, je le sens stressé, mais en fait, et souvent, ce sont des préjugés que la personne qui bégaye a. En fait, la personne, elle est juste et tranquille, elle attend, elle est patiente, et elle attend simplement qu'on dise notre phrase le plus simplement est possible. Et c'est nous-mêmes, la personne qui bégaye, qui va finalement se stresser pour rien. Donc, oui, on peut bégayer, mais bon, finalement, le but, c'est de prendre son temps et ouais, je sais que c'est plus facile à dire, mais je pense que faut le vivre pour le croire. Et je pense qu'on est tous les deux là, finalement, en train de dire que c'est possible. Et j'espère que beaucoup de personnes qui bégayent en écoutant le podcast, et merci Julien de nous donner la parole, j'espère qu'ils vont croire que tout est possible, même pour les personnes qui bégayent. Un grand merci Julien pour ton invitation. On a trouvé que c'était un podcast utile et nécessaire et que partager notre expérience de bègue depuis très longue date, c'est quand même intéressant. Merci à vous deux. Avec plaisir. Et continuons à parler et donner la parole aux personnes qui bégayent. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.